Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF, donc une collaboration clé pour améliorer les opportunités éducatives en zone rurale. Et Hajj 2023, plus de 2 millions de pèlerins sont attendus à la Mecque pour le pèlerinage de cette année. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Les messages de félicitations de chefs d'État et de gouvernement et d'éminentes personnalités à la tête d'institutions régionales, continentales et internationales souhaitant tous à l'avènement de la date anniversaire de notre fête d'indépendance nationale, succès et réussite au président Ismaël Omar Guelleh et davantage de bien-être, de développement et de prospérité au peuple de Djibouti continue d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Les derniers en date de ces télégrammes proviennent notamment de l'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito. À l'occasion de la fête d'indépendance nationale de Djibouti, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que les vœux les meilleurs que je forme pour votre bonheur personnel et pour la prospérité de votre nation, a dans son message écrit l'empereur du Japon. À noter que des messages similaires en provenance respectivement du roi du royaume de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al-Khalifa, du président du Conseil présidentiel de la République du Yémen, Rachad Al-Halimi, du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, du président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, et du président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez. Le secrétaire général de la francophonie, Louise Muchikiwabo, a également fait parvenir un télégramme de félicitations au chef de l'État. À l'occasion de la fête nationale de Djibouti, je vous adresse en mon nom personnel et au nom de l'Organisation internationale de la francophonie mes vœux les plus chaleureux, a dans son message écrit Louise Muchikiwabo. Je souhaite vous redire combien la contribution spécifique de la République de Djibouti à la coopération francophone est appréciée, a-t-elle noté dans le même document. Et à 48 heures de ce 46e anniversaire, la population djiboutienne est à l'unisson décoré leurs foyers et les rues de couleur de la nation, que cela soit une maison, un magasin, une voiture. Tous s'illustrent dans un rythme aux échos patriotiques et des chants. La population djiboutienne a laissé entendre pour la 46e fois un message djiboutien fort qui résonne encore et encore dans le cœur des individus à travers les quatre coins du monde. Ce message de fierté, de paix est un legs à préserver, âprement conquis par nos devanciers. Chaque foyer à travers tout le pays s'illumine d'une lueur patriotique, tandis que les rues se parent donc de drapeaux et de banderoles aux couleurs vives, tous décorés aux couleurs de la nation. Les magasins exposent également fièrement des décorations rappelant l'histoire et la culture du pays. Même les voitures se parent de symboles nationaux manifestant ainsi l'engagement de chaque individu envers Djibouti. Une tradition unitaire qui illustre l'attachement profond des Djiboutiens à notre pays et à notre identité. À travers cette démonstration collective de patriotisme, la population djiboutienne envoie un message puissant rappelant au monde entier que la République de Djibouti est une nation unie, résolument tournée vers l'avenir et la prospérité. Et dans le cadre des festivités du 46e anniversaire de l'indépendance, l'annexe RPP de Cheikh Moussa a organisé hier soir une soirée d'animation culturelle. La soirée haute en couleur a vu la participation des autorités, à savoir la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, la ministre de l'Habitat, Amina Abdi Aden, le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Yibo Moumin Assoué, le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama, et le président de la commune de Balbala, et des parlementaires de la région. Des jeunes issus des quartiers de Cheikh Moussa et des environs sont venus assister dans la liesse populaire à ce programme dédié à la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance.
Et dans le cadre de la célébration donc, de ce 46e anniversaire de notre indépendance, la commune de Balbala, en collaboration avec les anciens joueurs de Balbala, a organisé une marche dédiée pour cette commémoration, un événement donc, qui a vu la participation du président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, des anciens joueurs et des associations des quartiers de Cheikh Moussa, des jeunes actifs, des femmes et l'Alliance des femmes. Cette marche qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale a été l'occasion de perpétrer la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance. C'est aussi un moment de retrouvailles pour les amoureux de la nation et de la paix. À la fin de la marche, tous les participants ont franchi la ligne d'arrivée à Iga. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont tous deux reçu ce matin l'état-major général des armées, le général de brigade Igor Matviv, dans le cadre d'une visite de courtoisie planifiée à l'occasion de sa récente nomination au poste de chef de la représentation de la mission du ministère de la Défense de la Fédération de Russie en résidence à Addis Abeba. Durant cette rencontre, les deux parties ont pu échanger sur leurs intérêts communs et plus particulièrement sur les formations militaires octroyées par la Fédération de Russie au profit de l'armée djiboutienne et des autres institutions, tout en mettant l'accent sur les places de spécialité ouvertes pour cette année. Enfin, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, a souhaité réussite et succès au général de brigade Igor Matviv dans l'exécution de cette nouvelle fonction. Excellence, monsieur le ministre!
gobonimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moqtahay askariyo. Et dans la matinée d'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, qui est également le chef de file des partenaires pour le secteur de l'éducation, ont signé une convention portant sur le plan de travail pour l'année en cours. Ce plan de travail constitue une feuille de route stratégique qui guidera les actions concertées du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNICEF. Il met en avant plusieurs axes stratégiques avec une attention particulière accordée aux zones rurales et à l'amélioration de l'environnement éducatif. La scolarisation des jeunes filles et des enfants vulnérables est l'un des axes stratégiques essentiels de ce plan de travail. Le MENFOP et l'UNICEF s'engagent à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants en mettant l'accent sur ceux qui sont les plus vulnérables. Cette collaboration vise également à promouvoir l'école rurale intégrée et à améliorer l'environnement global de l'éducation en général et dans les zones rurales en particulier. Lors de la cérémonie de signature, la représentante de l'UNICEF a salué l'engagement inébranlable du ministre en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle, en particulier pour les enfants vulnérables. Elle a réitéré le plein soutien de l'UNICEF dans ses efforts, soulignant l'importance cruciale de cette collaboration pour garantir un accès équitable à l'éducation à tous les enfants de Djibouti. De son côté, le ministre a tenu à souligner le rôle prépondérant de l'UNICEF parmi les partenaires du MENFOP. Pour vos efforts consentis dans la promotion vraiment d'une éducation pour tous et d'une éducation de qualité dans la mise à la disposition des élèves des manuels et des matériels scolaires et des espaces propices à leur scolarisation. On va rester derrière vous, à côté de vous, ensemble, pour réaliser nos plans qu'on a mis aussi dans les plans de travail. Nous restons vraiment convaincus que grâce à cet engagement, votre engagement et le soutien technique et financier de l'UNICEF et d'autres partenaires qui sont engagés dans le secteur, une éducation pour tous et une éducation de qualité des enfants en général et des enfants les plus vulnérables en particulier sera vraiment privilégiée afin de viser l'acquisition et des connaissances et de promouvoir le droit à l'éducation. On peut voir vraiment à Djibouti, c'est quelque chose qui est pris dans une manière très sincère et on voudrait vous féliciter et remercier pour ça. Je voudrais aussi mentionner les schémas directeurs de l'éducation et de la formation professionnelle pour les 15 années à venir, ainsi aussi que les plans d'action de l'éducation et de la formation professionnelle qui ont été finalisés avec la participation active de tous les acteurs en décembre 2021. Suivant également l'intervention du ministre de l'Éducation nationale. Vous le savez, vous suivez très bien un peu l'évolution, les progressions de l'éducation, surtout en matière donc, de scolarisation. Et surtout, vous avez très bien vu qu'aujourd'hui, le ministère est plus focalisé également sur la scolarisation des enfants habitant en milieu rural, vers l'intérieur du pays, puisque aujourd'hui, le succès en matière de scolarisation est là, au niveau de l'accès et de l'équité, puisque nous sommes à peu près 91% de taux de scolarisation, mais également au niveau du genre, la parité est là, aussi bien au niveau de l'école primaire, mais également au niveau collège, un peu moins peut-être au niveau de lycée, mais nous y travaillons vraiment pour arriver à cet objectif-là. Et d'ici 2025, nous comptons déclarer officiellement au niveau primaire, c'est-à-dire 100% des taux de scolarisation. Où nous allons développer ces projets qui est bien sûr l'école rurale intégrée, où nous avons bien sûr parlé de la création de la vie, mais également si nous créons cette vie autour de l'école, ça va permettre également de regrouper, parce que bien sûr les personnes qui habitent dans ces localités puissent venir aux environs de l'école, parce que en général ils habitent à peu près à 20-30 km de l'école. Donc maintenant, le fait qu'un logement décent,
le fait que nous allons trouver l'eau, le fait qu'il y aura bien sûr l'hôpital, le fait qu'il y aura des activités génératrices d'emploi pour permettre à ce que bien sûr il y ait un regroupement également de la population. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, accompagné de ses proches collaborateurs, a rencontré hier après-midi à Mecca, en Arabie Saoudite, les hauts responsables des sociétés saoudiennes chargées de la planification des lieux de résidence ainsi que les transports vers les lieux saints pour les pèlerins des pays arabes, dont Djibouti. Après la bienvenue donc, et remerciements de part et d'autre, le ministre des Affaires musulmanes, Moumin Hassan, a salué les efforts entrepris par le royaume frère d'Arabie Saoudite pour l'organisation de ce pèlerinage tout en prenant soin des lieux sacrés de l'islam et des pèlerins. Il a été constaté que le comité djiboutien d'organisation du Hajj, que des places manquaient pour les pèlerins djiboutiens au site religieux de Mina, ce qui a sollicité le déplacement en personne du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, qui a réussi à régler dans la soirée l'inquiétude après un entretien avec les responsables des sociétés saoudiennes en charge de cet événement. À la fin de la réunion, les patrons des sociétés saoudiennes en charge de planifier les lieux d'habitation et les transports ont remis au ministre un cadeau qui témoigne des liens fructueux entre les deux nations. Et dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a réagi au micro de la RTD et a remercié de prime abord les autorités saoudiennes pour l'accueil et l'hospitalité envers le peuple, le gouvernement djiboutien. Il a indiqué que le point de vue entre les deux parties était identique sur les différents sujets abordés lors de cette rencontre qui ont porté principalement sur le développement des services fournis aux pèlerins djiboutiens. Le ministre a également profité de cette occasion pour saluer les efforts déployés par les autorités saoudiennes afin de créer une atmosphère favorable aux pèlerins. Il a enfin noté que le ministère des Affaires musulmanes a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir le devoir du Hajj dans les meilleures conditions. Et la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, a accueilli vendredi une foule immense de fidèles pour le plus grand pèlerinage du Hajj, avec plus de 2 millions de personnes malgré la chaleur torride qui frappe l'Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de personnes originaires de plus de 160 pays seront présents, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux 926 000 personnes enregistrées l'année dernière, où le nombre de pèlerins avait été limité à 1 million à la suite de la pandémie du virus Covid-19. Les pèlerins vêtus de robes blanches et de sandales ont envahi l'ancienne cité, aujourd'hui parsemée d'hôtels de luxe et de centres commerciaux climatisés, après avoir afflué par avion, par bus et par train pour le rite annuel. Le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam et doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens au moins une fois dans leur vie. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier national de formation des formateurs sur les soins prénataux et les soins intrapartum et l'optimisation des indications de césarienne qui s'est déroulée du 17 au 22 juin à l'hôtel Le Sheraton. Cette cérémonie a vu la participation de la représentante de l'OMS et de la représentante de l'UNICEF, du responsable pays pour l'Alliance Gavi et de la responsable des projets Banque mondiale du pays. Conformément aux orientations des Nations Unies afin d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030 pour la santé maternelle et néonatale, le ministère de la Santé a élaboré en 2022 la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 2022-2026. Cette stratégie qui vise la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale en garantissant des soins de santé continus, complets et intégrés afin d'atteindre une couverture sanitaire universelle. Et les deux représentants de l'OMS et de l'UNICEF ont annoncé le soutien de l'OMS et de l'UNICEF au ministère de la Santé dans la démarche de mise en œuvre de cette stratégie afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Coordination des efforts et aussi l'investissement intensif de toutes les parties concernées et intervenant dans la santé maternelle et néonatale
et ceci à travers les plans nationaux de développement sanitaire. Dans la vision des objectifs de développement durable, les ODD, les fameux ODD, et conformément à la stratégie mondiale des Nations Unies sur la santé des femmes, des enfants et des adolescents de 2016 à 2030, la volonté politique de la République de Djibouti considère la santé des femmes et des nouveau-nés surtout comme une priorité nationale. Que c'est une première dans le pays, mais surtout que Djibouti fait partie des pays pionniers qui mettent en œuvre toutes ces recommandations de l'OMS. Une occasion précieuse de se réunir, les experts, les professionnels de la santé, pour échanger des connaissances, les meilleures pratiques, afin d'améliorer les soins pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Et le travail a commencé il y a longtemps, mais je crois qu'on doit prendre un moment aussi pour se féliciter qu'on a eu cette stratégie. Cette stratégie qu'on a développée ensemble et qui était la première stratégie, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, est très importante. Sans stratégie, on se perd un peu. Parce que tous les investissements que nous faisons dans la vaccination vont améliorer les services de santé et vont améliorer la santé maternelle et néonatale. On a parlé du HPV, il y a plein d'autres opportunités. Moi, je veux juste dire aujourd'hui, c'est un point important. Mais c'est un point important sur un long chemin qu'on a fait ensemble pour vraiment voir la mortalité maternelle réduire et que les enfants naissent et survivent. Du coup, je tiens juste à vous remercier, dire que l'OMS, avec les partenaires, dont parmi ceux à la table, on est avec vous pour en faire de sorte que cette stratégie vienne une vraie réalité et qu'on change la vie des gens. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a indiqué que son département s'est engagé depuis pratiquement une année dans une dynamique irréversible d'amélioration de la situation de la santé maternelle et néonatale. On écoute le ministre. Maternelle donc, est une priorité, et plus particulièrement donc, pour le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a traduit donc, cette volonté politique ces dernières années par la mise à la disposition des moyens adéquats, des ressources humaines, des médicaments, des équipements, et pour réduire donc la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Nous nous sommes engagés depuis pratiquement une année, une dynamique irréversible d'amélioration de la situation de la santé maternelle et néonatale. Ceci a commencé donc l'année dernière par l'adoption donc de cette stratégie de la santé maternelle et néonatale, en restant en phase avec les orientations donc, du plan national de développement sanitaire afin d'atteindre les objectifs durables de développement. Pour ce faire, cette dynamique est déclenchée à travers la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour une durée de 4 ans. On l'avait adoptée l'année dernière. Cette stratégie élaborée d'une manière consensuelle a été lancée en juillet donc 2022. Elle se veut fédératrice pour rassembler tous les acteurs de la santé maternelle et néonatale pour qu'ils convergent tous leurs efforts pour mettre en œuvre les 5 piliers fondamentaux que vous connaissez: l'amélioration de l'accès selon le continuum de services de soins, l'amélioration de la qualité de soins et des services maternels néonatales, le renforcement de la gouvernance, du leadership national et la convergence multisectorielle avec tous les partenaires. Enfin, le cadre de la participation communautaire et de la mobilisation sociale. L'amélioration de la qualité des données, de l'évaluation, du suivi, de la mise en œuvre des soins maternels et néonatales. Dans l'actualité également, les Palais du Peuple a abrité ce matin un atelier sur les perspectives climatiques pour la saison de juin à septembre 2023, organisé par le projet DRESS-EA en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du directeur. En effet, le projet DRESS-EA arrive à point nommé pour fléchir l'impact de la sécheresse à travers la mise en place des systèmes d'alerte précoce à la sécheresse combinés à des actions d'adaptation à la sécheresse et au changement climatique telles que la mise en place des infrastructures innovantes. Cet atelier consiste à renforcer les capacités des parties prenantes au niveau national sur l'alerte précoce dans la prévision et la gestion des risques liés à la sécheresse.
Resilience for smallholder farmers and the pastoralisme dressage. Comme vous avez constaté ces derniers temps, notre pays est confronté à des risques liés au phénomène extrême du changement climatique et des effets néfastes tels que la canicule, la sécheresse, les inondations, les fortes pluies, les cyclones et bien d'autres. Ces aléas récurrents qui faiblissent les populations urbaines et nomades en réduisant considérablement leurs faibles biens, surtout les bétails et les périmètres agricoles familiales. L'objectif général de l'atelier est de sensibiliser les secteurs concernés sur les perspectives climatiques de la saison juin, juillet, août, septembre. Suivant également l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Mir. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour participer au lancement de l'atelier sur les perspectives climatiques de la saison juillet à septembre 2023, qui est une activité retenue dans le cadre du projet de renforcement de résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et pasteurs de la région de l'Igad, communément appelé DRESEA, et financé par le Fonds d'adaptation. La République de Djibouti subit depuis plusieurs années les effets néfastes des changements climatiques, qui est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle, à travers, entre autres, la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité du sol, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Les sécheresses récurrentes qui sévissent dans la Corne de l'Afrique ces dernières décennies ont eu un impact négatif majeur sur les ressources en eau et les pâturages disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres, sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent de plus en plus. Ces populations souffrent du manque d'eau, de qualité et en quantité suffisante dû à la rareté de la pluie, engendrant une diminution et même des achèvements des nappes phréatiques. Également, le manque de pâturage incite les nomades à parcourir de longues distances avec leurs maigres cheptels afin de parvenir à un parcours pastoral plus verdâtre pour atténuer la perte totale de leur cheptel. Dans le cadre du projet de développement urbain intégré de Balbala, l'ambassadrice de France et l'ambassadrice de France à Djibouti, Dana Pourcarescu, accompagnée de la directrice de l'AFD ainsi que sa collaboratrice, se sont rendues hier à Layablé et Moustiquaire pour visiter l'état d'avancement des infrastructures qu'englobe le dit projet. En septembre 2021, le gouvernement a donné le coup d'envoi avec l'appui financier de l'Agence française de développement du projet de développement intégré urbain, et ce dans le cadre du programme Zéro Bidonville, un programme qui avait pour ambition de couper l'herbe sous le pied aux avancées des habitats précaires dans certains quartiers périphériques de la commune de Balbala. Et moins de 2 ans après le lancement de ce vaste projet, le résultat est là et on ne peut que s'en réjouir du changement sans commune mesure que l'Agence djiboutienne de développement a opéré dans ce quartier de Layablé Moustiquaire avec la réalisation de multiples infrastructures et réhabilitation des réseaux routiers. Le quartier de Layablé n'est plus ce qu'il était auparavant. Et ce communiqué qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes qui informe aux usagers que le ferry Mohamed Burhan Qassim effectuera une navette exceptionnelle lundi matin aux heures habituelles à la place du mardi 27 juin, jour férié. La direction des affaires maritimes et le personnel du ferry saisit l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Eid Mubarak à toutes et à tous. Et en cette période estivale, dans nos villes, de nombreux citoyens cherchent un échappatoire, donc en quittant la capitale pour se réfugier dans des régions plus clémentes, que ce soit dans l'arrière-pays ou chez nos voisins. En effet, il est remarquable de constater ces derniers temps que la grande majorité des citoyens empruntent la route de Tadjoura-Balho en direction de l'Éthiopie voisine. Principalement fréquentée par des personnes âgées, des femmes et des enfants, cette route connaît une forte affluence pendant cette période de canicule. C'est pourquoi il est essentiel que les conducteurs
conducteurs fassent preuve d'un sens de responsabilité accru en limitant les surcharges et en évitant toute vitesse excessive afin d'éviter de potentielles tragédies. Il convient de rappeler que cette voie a déjà été le théâtre de nombreux accidents mortels. Face à cette situation, le nouveau préfet de la région, Mohamed Abbas, lance un appel pressant aux chauffeurs des transports en commun afin qu'ils redoublent de vigilance et adoptent une conduite prudente, conscient du fait que des vies humaines sont en jeu. En sport, pour clore l'actualité nationale, les athlètes djiboutiens brillent au championnat arabe d'athlétisme qui se déroule actuellement à Marrakech, au Maroc. Sur l'épreuve de 5000 mètres, les représentants de Djibouti ont entresté le podium en réalisant une performance remarquable. Mohamed Ismail alias Fatah a réalisé une course exceptionnelle qui lui a permis de remporter la médaille d'or. L'athlète djiboutien a su imposer son rythme dès le départ de la course et a maintenu cette cadence tout au long de l'épreuve. Cette victoire est une grande fierté pour Djibouti qui confirme ainsi sa place parmi les grandes nations de l'athlétisme en Afrique. Son compatriote Hussein Sougué, jeune espoir et élite de l'athlétisme djiboutien, a également réalisé une performance remarquable en se classant deuxième de l'épreuve et en remportant la médaille d'argent malgré son jeune âge. Hussein Sougué Aden, qui s'entraîne à Sululta en Éthiopie, a su se hisser à la hauteur des plus grands athlètes et démontrer ainsi un talent prometteur pour l'avenir. Le secrétariat d'État au sport et le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme ont tenu à féliciter les deux athlètes pour leur brillante performance. Actualité internationale à présent, notamment africaine. Au Tchad, le gouvernement sollicite l'appui et l'assistance des partenaires techniques et financiers pour le permettre de faire face à l'afflux des réfugiés soudanais sur son territoire. Le Premier ministre du gouvernement des transitions, Saleh Kebzabo, s'est adressé hier au corps diplomatique. Le Premier ministre tchadien a commencé son intervention en rappelant la situation migratoire à l'est du pays. Le Tchad accueille en ce moment à l'est plus de 400 000 réfugiés soudanais. La mobilisation de la communauté internationale face au drame humanitaire et à la détresse que vivent les réfugiés soudanais n'est pas à la hauteur de la mobilisation observée sous d'autres cieux. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.